Bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des microservices et des flux de données. En fait, l'idée, déjà, est-ce que tout le monde est familier avec les microservices? Est-ce que vous avez pratiqué? Qui a déjà pratiqué les microservices? Un, deux. Ok, d'accord. Donc, on va parler des microservices et aussi d'une spécificité qui m'intéresse beaucoup et qui vient de l'expérience qu'on a pu avoir dans le projet qu'on a mené, dont je vais parler, sont comment gérer les flux de données et les communications dans un microservice. Alors d'abord un petit disclaimer, il va y avoir beaucoup de franglais, et tous les slides vont être en anglais, parce que le franglais à l'oral ça va, le franglais à l'écrit sur les slides c'est pas terrible, donc du coup j'ai préféré laisser ça en anglais. Un autre disclaimer, c'est que pour cette présentation, aucun mignon n'a été blessé. Et vous comprendrez un petit peu après pourquoi. Ça m'évitera les interventions de certains qui pourraient être inquiets au cours de cette présentation. Plus sérieusement, je m'appelle Gilles Mazard, je dirige une équipe d'ingénierie qui est la plateforme du futur de Samsung autour des objets connectés de Samsung. Dans le domaine des objets connectés et de l'échange de données, big data, de ces objets. Voilà. Et vous avez mes coordonnées en bas si ça vous intéresse. Alors cette plateforme, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Très rapidement, c'est la page publicitaire. C'est une plateforme ouverte, transparente, qui est unique aujourd'hui, d'échange de données dans l'IoT. Donc vous pouvez utiliser cette plateforme pour connecter n'importe quel objet connecté et créer des applications sur ces objets connectés, sur les données qui viennent de ces objets connectés. De façon complètement ouverte, la plateforme est ouverte, n'importe qui peut l'utiliser. Il y a tout un système pour les utilisateurs qui permet de donner des droits aux applications sur les objets connectés de façon transparente. Donc les utilisateurs possèdent leurs données et donnent des droits aux applications qui veulent les utiliser. Donc, on a vraiment un souci sur la privacy des données. Alors pour ce projet, on a utilisé pas mal de techno. C'est un projet qui a commencé il y a 2 ans, 2-3 ans, c'est-à-dire 2 ans et demi. Et on a utilisé pas mal de technos qui sont nécessaires pour avoir une plateforme qui est scalable. Alors il y a énormément de technos un peu buzzword, mais chacune de ces technos, on pense nous qu'elles ne sont pas buzzword, mais elles sont importantes. Donc notre plateforme, elle est gérée par Mesos et Marathon. En termes de base de données, on utilise Cassandra, Redis. On a aussi du MongoDB et du MySQL, pour plein de raisons dont on pourra parler si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet. On est en Scala et un peu de Java. On utilise Play comme framework web pour le microservice. On utilise beaucoup AK, de plus en plus. Pareil, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est des choses dont on peut parler si ça vous intéresse. Et on utilise pour le stream processing Samza et Spark, pour des raisons particulières. Samza surtout parce qu'on utilise un autre composant dont on va parler cette fois-ci aujourd'hui, et Kafka. Alors, pourquoi toutes ces technos? Parce dès le départ, on a voulu avoir une scalability parfaite, élastique, tout en supportant la fault tolerance, le zero downtime, et tout ça dans un environnement startup agile. Donc le projet au sein de Samsung, il a été créé comme une startup, et pas avec l'existant de Samsung. Donc on a une structure un peu à part du groupe Samsung en général. Alors les microservices, il était une fois des utilisateurs et un serveur qui servait une application à des utilisateurs. En fait, au début, il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs. Donc il y avait un serveur qu'on avait chez soi ou qu'on réfrigérait et ça marchait très bien. Un jour, il y avait plus d'utilisateurs. Et donc, on a fait un gros service, on a gonflé l'ordinateur pour récupérer plus d'utilisateurs, pour pouvoir servir plus d'utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le scale vertical. Il y a d'autres gens qui se sont dit, on a encore plus d'utilisateurs, c'est horrible.
un bon problème, hein, mais pour nous, c'est un problème. Et du coup, on s'est dit, on va mettre plus de serveurs, les mêmes, mais on va en mettre plein. Et puis on va mettre un truc en haut là qui dit, il y a certains utilisateurs qui vont aller sur celui-là et d'autres qui vont aller ailleurs. C'est scale horizontal, quoi. Et puis ça suffisait pas vraiment, il y a d'autres gens, ils se sont dit, on va faire un autre truc, c'est que les serveurs qu'on va mettre en face, ils vont pas faire la même chose. On va avoir des serveurs spécialisés. Alors ça, beaucoup dans les architectures par tiers. Donc on a un front-end, un middle tier, un back-end, etc. Tout ça, c'est des trucs, je pense que vous avez tous pu voir dans les architectures variées. Donc chaque serveur fait un truc différent. Ils essayent de communiquer un peu entre eux des informations. Souvent, ils se servent du back-end pour communiquer des trucs. Et ça, c'est pas très bien et on verra pourquoi. Alors, ces architectures-là, elles datent un tout petit peu quand même. Un petit exemple, AltaVista, donc c'est un projet, je ne sais pas si vous étiez déjà sur Internet à ce moment-là. Moi, oui. Donc c'est autour de 95, hein, ça passe un peu mal. Donc 95 AltaVista, c'est un email qu'a envoyé le support technique d'AltaVista en 96. Et en 96, AltaVista, c'était le gros serveur, etc. Je crois en 97, il servait genre 80 millions d'utilisateurs par jour. Donc c'est quand même du gros service. Et donc ils disaient, oh là là, on a un très très gros projet, ça demande au moins 5 serveurs. Ça vous donne un ordre d'idée de où on était à ce moment-là. Et là, on voit qu'ils ont une architecture avec des serveurs spécialisés. Chacun va remplir certaines tâches et qui vont en fait communiquer à travers une base de données en général. Et assez peu entre eux. Voilà, les configurations ne sont pas complètement ridicules, mais un petit peu quand même. Alors, c'est quoi le problème avec tout ça? C'est qu'on a des dépendances dures entre les serveurs. Donc, on est sur un truc où tout le monde doit connaître le schéma de la base. Si le schéma de la base change, tout le monde change. Après, quand on veut vraiment discuter entre nous, on se met d'accord, tous ensemble, et le jour où on veut réaliser une nouvelle version en prod, c'est comme ça que ça se passait à l'époque, on disait, le service est down pendant 2 jours, on remettait up le serveur, et hop, ça y est, on avait la nouvelle version. Ça, c'était génial. En plus, on avait un problème, c'est que les mecs qui travaillaient sur un des serveurs spécialisés, enfin l'équipe qui travaillait sur un des serveurs spécialisés et l'autre équipe qui travaillait sur l'autre serveur spécialisé, il fallait qu'ils soient dans un bureau à côté, parce qu'il y avait un petit mec qui courait et qui disait, au fait les gars, on va changer le schéma. Ok, d'accord, je reviens. Ça, c'était pas très pratique. Enfin, on avait un système de build et de déploiement un peu monolithique, puisque quand on réalisait un serveur, il fallait réaliser tous les autres, puisqu'ils étaient dépendants. Enfin, dernière chose, la communication, c'était un petit peu dur, donc on n'avait pas vraiment de politique de compatibilité back and forward, donc se dire, est-ce qu'on est capable de supporter les messages qui viennent d'un vieux serveur? Pas trop. Est-ce qu'on a prévu ce qui allait se passer dans le futur? Pas trop non plus. Donc, bof. Donc c'est un petit peu ces problèmes-là qu'on va essayer de résoudre tout au long de ce truc. Et donc là est arrivé des mecs qui ont réfléchi et qui se sont dit, tiens, on va faire des architectures orientées service. SOA. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a quand même fait un peu de bruit. Sûrement, vous avez entendu parler à cause de SOAP, sûrement. Donc, bon, vous voyez de quoi je veux parler. Ça fait peut-être encore un petit peu mal à certains. Hein, c'est XML, Java, XML, tout ça. Et donc, pour eux, l'idée, c'est de dire, on va faire des frontières entre serveurs qui sont explicites. On va dire, bon, voilà, toi, tu t'occupes de ça. Et sur quel signe on va faire on va couper le système, on va dire, c'est des business capabilities. Ça veut tout et rien dire, évidemment. Ça veut dire, bon, toi, tu t'occupes de faire l'indexation pour un moteur de recherche. Ça, c'est une business capability. C'est bon, toi, tu fais l'indexation. Ça, c'est ton job. Ensuite, on dit, les services, ils doivent être autonomes, les gars. Ça veut dire, chacun dans son coin, ça doit tourner tout seul, tu dois pouvoir le réaliser tout seul. Donc ça, c'était un gros challenge. On venait de loin. Et ensuite, ils doivent partager un contrat ensemble. Donc, au lieu qu'il y ait un type qui se promène pendant les développements entre bureaux, en fait, il y a des types qui se posent à une table, qui écrivent des trucs, qui le donnent et on dit, ça y est, on est parti pour 6 mois de développement. Après, ils ne se parlent plus. C'est ça un contrat, en fait. Et donc, ils décident dans un schéma, tout ça, et ils ne partagent pas de place. Ça,
c'était écrit au début, mais en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mais c'est le même problème avec les microservices, parce que s'il y en a qui ont l'expérience là-dessus, c'est un peu le même problème. Donc en fait, ils partageaient pas de place. Donc ça, c'était c'est les types, ils se sont dit, on va faire des trucs. Attention. Compatibilité basée sur une politique de compatibilité. Pareil, ça veut tout et rien dire, mais en gros, l'idée, c'est de dire, cette fois-ci, on va prendre en charge la compatibilité backward and forward. Donc on va dire, nous, ce qu'on veut, c'est supporter les dernières versions mineures, par exemple, du schéma. Et donc, il faut qu'on sache supporter, se dire, ah, il m'envoie un message en 1.3 alors que moi, je suis en 1.4. Je sais le lire, ce message, je sais l'interpréter, et je sais quoi faire avec. Après, il pouvait dire, bah, je supporte que de 1.1 à 1.6. C'est pareil pour la forward. Donc tout ça, c'est devenu populaire à cause grâce au web service. Et c'est souvent comme ça qu'on l'a tous plus ou moins rencontré. Et bon, c'est quand même assez répandu encore. Donc comment on a amélioré le truc? Les services, ils sont moins dépendants les uns des autres, parce que effectivement, on fait des contrats au début. Donc à partir du moment où on a dit, toi, tu dois faire ça, ton interface avec moi, c'est ci et ça, on a un petit peu enlevé cette dépendance entre services direct. Entre équipes, c'est mieux aussi parce qu'on a défini à l'avance, je rigole, mais bon, quand même, c'est bien au départ de dire on fait un contrat, on a dit ce qu'on devait faire, ça peut évidemment jouer un petit peu, au fur et à mesure on peut faire évoluer le contrat, etc. Mais on a mis des barrières, une interface claire entre les services. En termes de build des déploiements, c'est mieux en général, mais c'est quand même, c'était pas l'objectif premier du truc. Donc les builds des déploiements, c'était pas encore complètement ça, parce qu'en général, il fallait quand même réaliser les services ensemble pour qu'on ait toutes les features, les nouvelles features qui soient online. En termes de communication, là, c'est pareil. On a réussi à faire de la compatibilité avec des versions de protocole, etc., etc. Mais comme la communication, c'était quand même pas encore complètement ça, c'est SOAP. C'est un peu old style. C'est vrai, aujourd'hui, un petit peu changé la manière dont on communique entre services. Pendant ce temps-là, il y avait quand même un grand truc, une lame de fond qui vient de moi, qui est le modular software. Donc là, c'était de dire, quand vous créez un soft, il faut faire plein de petits composants qui parlent entre eux, qui sont indépendants. Et il y a eu énormément de théories de programmation autour du SRP, Single Responsibility Principle, Separation of Concern, etc., etc. Donc j'englobe dans modular software tout ça et plein d'autres choses. Et bon, l'idée, c'est ça, c'est de dire, votre soft, en fait, il est fait de plein de petits composants qu'on doit pouvoir éventuellement remplacer. Changer, mettre un autre à la place, etc. Et en fait, du coup, il y a un type qui s'est dit, c'est à peu près 2005, en fait, tous ces software components, ce sont des micro-web services, ça pourrait être des micro-web services. Donc on peut mixer le software orienté d'architecture et le modular software, mettre tout ça et dire, dans l'idéal, finalement, tous vos software components, donc toute l'architecture que vous avez à l'intérieur de votre soft, qui est par component en modular software, et on pourrait l'éclater et faire de chacun de ces composants un service. Évidemment, c'est un petit peu extrême, mais on va essayer d'aller vers ça. Et donc, petit à petit, il y a des gens qui ont travaillé sur cette idée-là, autour de comment on pourrait définir ça. Et alors, il y a plein de définitions, etc., etc. Moi, je vais juste balayer les principales caractéristiques d'un micro-web service. Pourquoi un microservice? Pourquoi on appelle ça microservice? D'abord, c'est petit. Ça paraît bête, mais dans microservice, micro, c'est vachement important. C'est des petits composants. C'est pas comme dans le SOA, où en fait, un service, c'est un serveur qui fait plein de trucs, qui fournit ensuite un service. Là, on est vraiment sur quelque chose de petit. Ça doit être petit, ça doit être géré par des petites équipes, et donc on doit être autour de ce Single Responsibility Principle, où un service, il remplit une tâche, c'est quelque chose et il fait que ça. Ensuite, on s'est dit, les communications par XML, tout ça qu'on s'échange, machin, c'est pas terrible, on va faire mieux. Et on va faire une lightweight communication, la plupart du temps HTTP, Swift. Il y a des gens qui passent du JSON et toutes les variantes binary et compagnie, d'autres qui passent du protobuf, etc. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est du lightweight, c'est des trucs techno-web
qu'on connaît, qu'on maîtrise, on a tous les outils pour travailler avec, surtout HTTP quand même, en API. Un minimum centralisé, j'en parlerai un petit peu plus après, donc là, il ne faut pas que les microservices ils soient obligés de tous aller demander quelque chose à un service central pour se coordonner. Ils vont essayer de s'auto-coordonner tout ça. Les frontières de ce service, comment on les découpe? En separation of concerns, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un peu de chacun doit avoir un rôle très précis, très facile à définir, et il ne doit pas faire 15 000 trucs. Chaque service tourne dans son propre process. On commence à entendre comme ça des trucs qui sonnent un petit peu sur toutes les technos dont on parle beaucoup en ce moment, on va parler juste après. Il doit pouvoir être déployé indépendamment. Donc là, first class citizen, le build, déploiement, etc., on doit pouvoir dire, il y a une équipe, elle doit pouvoir dire, moi je déploie, toutes les autres ne sont pas au courant, et tout doit marcher tout seul. Chaque service doit pouvoir se déployer, se builder, se déployer, sans même que les autres s'aperçoivent que c'est fait. Enfin, indépendant technologiquement, et ben en fait, l'idée c'est de dire chaque service choisit sa stack techno, ils font ce qu'ils veulent, le langage qu'ils veulent, la database qu'ils veulent, on ne partage pas les databases. Alors, il y a quelques entorses à ça souvent, mais normalement on ne partage pas la database, on ne partage pas les technos. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, évidemment, en pratique, on partage souvent pas mal de choses, mais en tout cas, on peut faire ça. Et il y a plein de gens qui font ça, et c'est le cas de notre côté. Et donc, quand on mixe tout ça, on arrive à des architectures comme ça, c'est-à-dire des services qui sont sur des serveurs, et on va avoir plusieurs instances du même service qui tournent. Donc on va pouvoir avoir du load balancing entre les services qui tournent sur plusieurs serveurs. Là, j'ai 3 serveurs avec 2 fois le nettoyeur, 2 golfeurs, mais j'ai qu'un service qui sert des KPI. Donc il faut raisonner comme ça. Chaque microservice, il ne sait pas combien il y en a d'autres qui tournent. Il y en a plein. Il doit se débrouiller pour gérer ça. Alors pourquoi je pense que ça... Donc là, je pense que j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est pas un buzzword, un microservice, mais que c'est vraiment une lame de fond et c'est quelque chose de normal dans les architectures et qu'il ne faut pas se dire « Oh là là, tout le monde parle de ça, c'est à la mode ». C'est pas à la mode, ça vient de loin. Et maintenant, pourquoi aussi ça résonne avec tous les autres grands concepts qui sont autour de la programmation aujourd'hui, de la programmation et de l'architecture aujourd'hui. Small, c'est aussi keep it simple and stupid. Quelque chose que vous avez déjà sûrement entendu parler et qui est super utile. C'est aussi autour du divide and conquer. Donc l'idée c'est, vous avez un problème compliqué, coupez-le en problème simple. Donc tout ça, ça va avec. Si vous faites des services petits, ils feront peu de choses et ils le feront bien. Lightweight communication, c'est d'être web-friendly. On a plein d'outils pour gérer de l'HTTP, du protobuf, surtout de l'HTTP, encore une fois, REST, API, tout ça, machin. Il y a plein de gens qui ont travaillé dessus, qui ont réfléchi à tous ces problèmes-là. On n'a qu'à s'en servir. C'est là. Centralisation minimum pour la distribution, c'est que si vous n'avez pas un service central qui coordonne tous les autres, et si je fais tomber une machine, il ne se passe rien. Tout va très bien, il n'y a aucun problème. Donc si, par exemple, vous regardez des gens comme Netflix, ils font beaucoup de je débranche le Monkey, vous connaissez, je sais pas, voilà, Chaos Monkey. Ils font des tests, ils tuent des machines et puis ils voient si tout se passe bien. Donc, ils peuvent tuer même des data centers des fois. Voilà. On n'en est pas encore tout à fait là, mais on aimerait bien. Ça doit tourner dans son propre process, être déployable et scalable indépendamment. Tout ça, ça fait aussi écho à d'autres mouvements, la containerisation, Docker et autres. L'idée, c'est que ces services-là, ils doivent être complètement autonomes, c'est comme s'ils peuvent tourner sur leur machine avec leurs ressources, et voilà. Donc ils sont tous indépendants. Là encore, ça fait écho à des technos récents. Indépendant technologiquement, ça veut dire que votre service, il peut être polyglotte, les services peuvent être polyglottes, donc ils peuvent parler plein de langages. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans les langages jusque dans les années 90. Entre les années 90 et maintenant, il y a foison de langages et plein de gens qui veulent coder dans de nouveaux langages, qui veulent essayer des trucs, qui pensent que tel langage est adapté pour telle tâche, et ils peuvent l'utiliser. Grâce à ce système de microservices, vous pouvez avoir un service en Go, un service en Scala, vous pouvez même avoir un service en Ruby, quoi. C'est quand même incroyable. Et ça tournera. Alors, les microservices en résumé, il y a des gens qui font du Ruby. Les frontières sont explicites, comme dans le service orienté d'architecture, autonomes, ils partagent des contrats, une compatibilité, mais en plus de tout ça, ils sont petits, ils utilisent une lightweight communication,
Ils sont indépendants en termes de code, de build et de deploy. Donc idéalement, vous ne partagez pas de code. Si vous partagez des dépendances, c'est possible, mais vous partagez une dépendance fixe, donc un numéro de release, un numéro de commit, mais vous pouvez avoir deux services qui utilisent une même librairie dans deux versions différentes. Donc c'est pas un vrai partage de code. Alors c'est quoi le résultat? C'est que c'est mieux. On a moins de dépendances, hein, parce qu'ils sont petits. Encore une fois, on a une communication simple. Les équipes, elles ne sont pas du tout indépendantes, c'est génial. On peut faire des petites équipes, ce qu'on aime bien aujourd'hui. Faire des petites équipes pour faire des petits services. Comme ça, on peut avoir, chaque équipe peut être responsable de son service, on en entend beaucoup parler, responsable depuis le moment où il le code, il le teste, et en production. Et ça, c'était pas possible avec des systèmes monolithiques. On ne pouvait pas supporter tout ça. Donc, le build et le déploiement, ils ne sont plus monolithiques, évidemment, puisque maintenant, chaque service peut se déployer complètement indépendamment des autres. Donc, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas besoin de coordination dans le déploiement et dans le build. Et on a de la compatibilité. Alors là, c'est la communication qui va nous l'offrir, des JSON, par exemple, qui vont être versionnés, etc., etc. Plutôt des proto-veuf. Hein. JSON, c'est pas terrible pour le versionning, mais bon, on peut le faire. Et voilà. Alors, le microservice chez Samy. Donc, en pratique, allons-y. Chez nous, on a 35 services aujourd'hui. Alors, moi, je croyais que c'était quand même pas mal. Et puis, il y a des articles qui sont sortis pour dire le nombre de microservices qu'il y avait sur eBay ou Google. Bon, ils sont des milliers de services, donc je suis un peu ridicule avec mes 35 services. Ils se déploient tous indépendamment, par contre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mono-instance. Ça veut dire qu'il n'y a aucun singleton. On n'a aucun service qui peut être lancé qu'une seule fois. Ils peuvent tous être lancés autant de fois qu'on veut. Ce qui fait qu'on est élastique complètement. L'orchestration, je ne vais pas en parler, mais heureusement, dans le talk d'après, on va en parler, mais je crois qu'on n'a pas les mêmes méthodes. Nous, c'est par Mesos Marathon, avec un HAProxy, du Zookeeper, du Consul. Voilà. Je ne vais pas pouvoir en parler là, même si la discoverability dans les microservices, c'est un truc super important. Il faut faire des choix. Après, on a beaucoup de tests automatiques et beaucoup de métriques qui nous permettent de suivre que tout se passe bien, parce que dans ces architectures-là, on déploie beaucoup. Et puis parfois, ça ne se passe pas bien. Donc, il faut s'en apercevoir très vite. Alors, notre stratégie autour des microservices. Donc, c'est quoi les problèmes et quelle stratégie on a? Donc, le premier problème, c'est la frontière. Savoir à quel moment on coupe. On dit ce service-là, il commence là, il s'arrête là. Donc là, pour nous, c'est le single responsibility principle. Donc, encore une fois, ça doit faire qu'une seule chose, simple, keep it simple and stupid, etc. Pas toujours facile. Hein. Toutes les frontières sont difficiles à tracer. Hein. Aujourd'hui, on est au courant de ça. Quand on fait du découpage de régions, par exemple, il y a des gens qui sont mordus les doigts. Quand on est au bord de l'Europe, par exemple, on a des soucis avec les frontières. Donc, nous, on a les mêmes problèmes. C'est difficile de dessiner les frontières. Mais on finit par y arriver. Je vais vous donner un ou deux tips pour vous aider. Au niveau de la scalabilité, c'est toujours divide and conquer. Encore une fois, je vais en parler juste après. On cherche vraiment à être élastique sur le nombre d'instances et se reposer sur les ops pour s'assurer la scalabilité. Donc, si on a des petits services qui ne font pas grand-chose, pour les ops, c'est vachement plus facile de dire tiens, j'en mets un, il supporte quoi comme charge? Ok, il est à 70%, boum, j'en mets un autre. Ok, il est à 70%, paf. Ils peuvent se faire des règles et des trucs comme ça. En communication lightweight, nous, on a choisi du HTTP REST. Maintenant, il y a plein de gens qui ne font pas du REST. À choisir, suivant les préférences des uns et des autres. Évidemment, super important, il faut trouver des noms aux services, aux microservices, et comme on en a plein, c'est toujours un jeu très rigolo pour les développeurs, qui aiment bien choisir des noms. Donc dans Samy, quelques indices pour faire le split. Nous, on split au maximum. On n'a jamais eu un service qui était trop gros, qui était trop petit, pardon, on a toujours eu des services qui étaient trop gros. Donc, au final, si vous posez la question, coupez. Illustration. On a donc notre petit mignon, qui, pour le coup, est un peu blessé. Il se reprend des logins, et lui, il doit répondre « Welcome » avec le nom de la personne. Ça, c'est le service de base que vous allez implémenter, la découpage. Donc, nous, on s'est dit, on va splitter ça. Alors, en fait, maintenant, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un type qui est le portal Triton, qui va gérer les API et gérer le flux, qui en fait va déléguer tout le boulot
à plein d'autres gens. Donc, il y a un identity provider, donc lui, il est en charge de, suivant votre système, l'identity provider, nous, on gère des ID Connect, des choses comme ça. Il va dire, ouais, cet utilisateur, il existe bien, il est dans la base, son ID, c'est ça. Une fois que c'est fait, c'est vérifié, il va communiquer ça à un token manager, qui lui va s'occuper des permissions, pour savoir, tiens, ce type, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, est-ce qu'il a le droit de récupérer son profil, par exemple, ou pas, il va faire juste après. Et il va lancer un user token, qui va contenir les permissions, en plus de dire, c'est bon, ce gars-là, il est authentifié, on va coller dessus les permissions qu'il a. Il va permettre, après que tous ces appels, on puisse vérifier ces permissions-là. Là, on a déjà deux services. Enfin, il va les demander au type qui s'occupe juste des user data. Lui, il ne gère absolument pas ce problème de permission. Il va récupérer un token, il va envoyer, vérifier dans le token qu'il y a bien la permission de donner les user data. Il va renvoyer les user data, mais communiquer. Là, c'est l'idée. On a un gros service qui fait trop de trucs à la fois. C'est avant provider d'identité, token manager et les user data. Boum, 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 on coupe et on a un trois. Type d'exemple de là où on a découpé. Un autre truc, ça c'est le truc le plus basique et c'est la plupart du temps c'est ça que vous faites dans une architecture microservice. Notre type de moment où on va couper, c'est quand des services ils scalent différemment. Ils ont un concern qui est le même, mais pas de bol. Il y a un bout de votre service qui, quand il y a 1 million d'utilisateurs, bah, finalement ça ne lui pose pas de problème. Et puis il y a un autre gars qui est à côté, qui lui, quand il y a 1 million de trucs qui lui arrivent, ça se passe pas bien parce qu'il a plein de trucs à faire. L'exemple typique, c'est un CRUD avec son processing. Vous avez une entité que vous voulez créer, sur laquelle vous allez faire du processing. Donc, chez nous, ça va être un device, un objet. Donc, le type peut créer des objets, il peut les supprimer, les updater, changer de nom, faire des trucs comme ça. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la partie CRUD. Et puis après, cet objet-là, il va récupérer des données. Donc le CRUD, c'est quand l'utilisateur clique sur le bouton et dit je crée un device. Ça nous arrive de temps en temps. Et puis la partie data qui est là, c'est là où on se récupère les milliards de messages qui nous envoient à la figure. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est que la partie CRUD, là, elle scale facilement. On met 2-3 services et on supporte 1 million d'utilisateurs sans problème. Par contre, c'est 1 million d'utilisateurs, ils vont avoir chacun 100, 150 devices, par exemple. Et donc ça va me générer des milliards de messages. Donc là, à ce moment-là, la partie processing qui est là. Donc en gros, le traitement de la problématique device, c'est complètement différemment. Donc on va splitter, on va couper et on va dire non, ça ne va pas se gérer comme ça. Ça, on va le gérer différemment. Exemple. Donc là, c'est l'utilisateur, il souscrit à des notifications. Il veut recevoir des notifications quand il se passe quelque chose sur ses devices. Donc là, on a un système de notification. C'est un autre exemple. Il va souscrire à des notifications, on va enregistrer ses souscriptions, pardon. Il va souscrire à je veux que quand ma porte s'ouvre, je reçois le message, ma porte s'est ouverte. Je veux que quand j'allume la lumière, je reçois un message, ma lampe s'est allumée. C'est un peu plus intelligent que moi. Mais c'est pas grave. Et ce service-là, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait là quand pas de problème. Et puis quand il recevait des messages, il disait tiens, est-ce que j'ai une notification pour ce message? Oui. Ah, il faut que je prévienne Edith, c'est là des nouvelles datas. Elle m'envoyait les datas. C'était simple, mais ça ne se calait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé ce truc-là, on a coupé notre mignon en deux, on a donc maintenant un mignon qui s'occupe de la partie souscription, d'écrire tout ça en base, et on a un mignon qui s'occupe juste de la partie notification. Donc lui, on va en mettre les 2-3 dans notre architecture, et on peut en mettre 10, 20, 30, 40, si on a besoin de scaler, on se fait. Alors ils se parlent un petit peu de temps en temps, mais ils vont se parler de manière un peu bizarre, dont on parlera tout à l'heure. Ils vont se parler juste pour savoir qu'il y a une nouvelle notification, une nouvelle souscription qui est là. Il y a Edith qui vient de demander une nouvelle chose, et donc il faut qu'il se blesse et qu'il dise ah, ok, j'ai besoin de. Et on verra comment ça fonctionne. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais on a un problème. C'est ça qui nous est arrivé très très vite. Parce qu'on a aussi une architecture un peu particulière dans une plateforme de données qui fait que ce problème est arrivé rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il arrivera à tout le monde rapidement. Mais je pense que c'est important pour tout le monde de savoir qu'il existe et de voir si on ne peut pas l'appliquer aux problèmes qu'on peut rencontrer. Le problème, c'est quoi? C'est que tous les systèmes de communication, donc les services qui parlent entre eux,
Et aujourd'hui, ils parlent entre eux, chez nous, ils parlent entre eux en HTTP REST. On peut en parler aussi en Swift. Chez Twitter, ils utilisent beaucoup Swift pour faire parler les microservices entre eux. Ils ont beaucoup plus de services que nous. Ils ont parfois certainement raison. C'est pas le sujet. Mais en fait, c'est super pour tout ce qui est real-time communication. C'est de dire, je veux demander quelque chose à quelqu'un, j'attends sa réponse, il me répond, super, je peux continuer mon traitement. Donc quand on a besoin d'attendre une réponse, pas de problème. C'est pas mal aussi quand on a de ce que j'appelle le near real-time communication. Donc c'est des trucs un peu asynchrones. Vous pouvez mettre ça dans une future. Vous dites ok, j'en ai pas besoin tout de suite dans la seconde. Tu peux faire ça, puis je vais faire d'autres trucs. Je t'attends et puis à la fin, quand j'aurai fait tous mes autres trucs en parallèle, j'attends que tout le monde me donne une réponse. Comme ça, je peux répondre à l'utilisateur. C'est bon, j'ai fait le boulot. Là encore, HTTP REST, pas de problème. Par contre, c'est pas terrible pour le fire and forget. C'est-à-dire, je veux te dire quelque chose dans un service, mais en fait, je me fous de la réponse. Donc là, on serait plutôt sur l'UDP. Si vous avez fait des métriques, des trucs comme Statisy, par exemple, qui travaillent en UDP, parce que c'est moins coûteux. En fait, ils envoient l'information et puis ils s'en foutent de la réponse. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins coûteux. Mais bon, c'est pas ça qu'on va faire. On va faire mieux. En plus, on a un problème de fault tolérance. Pourquoi? J'ai deux services qui doivent se parler à un moment donné. Lui, il envoie une requête HTTP à lui, mais lui, il s'est cassé la figure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sauf parce qu'évidemment, on a une orchestration super bien faite, qui n'arrive pas tout le temps, on verra. Et ben, lui, il va envoyer la requête, il va attendre, il va attendre, il va attendre. Puis là, il y aura un petit paramètre que vous avez oublié de setter qui s'appelle timeout, qui va se déclencher à un moment donné, et qui, par défaut, est à 10 secondes. Je ne sais pas pourquoi. Et au bout de 10 secondes, le truc, il va dire, ah bah non, il n'y a plus personne en face. Qu'est-ce que je fais, tout ça, machin, il peut gérer l'erreur, c'est un bordel, enfin bon. Donc ça va pas. C'est pas bon non plus pour l'indépendance complète, alors que je viens de dire que c'était vachement bien pour l'indépendance complète. Pourquoi? Parce que mon microservice, là, qui veut parler à ce microservice-là, il est obligé de savoir à quel microservice il doit parler. Donc on a des DNS et des compagnies qui vont nous dire, ou qui nous disent pas, c'est pas celui-là, mais en fait tu parles en général à un concept. Mais bon, grosso modo, il est quand même obligé de savoir à qui il parle. Et ça peut être super bien, mais ça peut être pas bien du tout. En plus, le problème, c'est que ça supporte pas très bien quand on commence à avoir beaucoup de microservices. Imaginez un microservice qui doit dire un truc, mais en fait, ça intéresse plein de microservices. Qu'est-ce qui se passe? Il va très gentiment appeler chacun en HTTP. Tiens, en fait, toi, ça, toi, ça, toi, ça, toi. Il va dire la même chose à 4 microservices. Et puis quand ça grossit, bah, un cinquième, un sixième, un septième, etc. Donc ça, c'est un peu pénible. À chaque fois que je rajoute un microservice qui dépend de ce microservice-là, il faut que j'aille coder dans le microservice d'origine qu'il faut qu'il m'appelle en plus. Ça, c'est pas bien du tout. Donc ça va pas. Donc là, les dépendances, elles sont trop excessives. Alors, je suis obligé, moi, de faire un lien clair entre un microservice et un autre, et ça m'énerve. En plus, j'ai une dépendance en termes de latency. C'est-à-dire que si j'ai un service qui est super lent, et ben, mon service d'origine, il va être super lent. C'est pas du tout ça qu'on voulait au début. Je vous ai vendu le truc, là, c'est super. En fait, je viens de vous dire, non, c'est pas bien. Donc ça, en fait, si, c'est bien quand on a une vraie dépendance existante en dur. Quand on se dit, oui, c'est absolument ça qu'on veut. On veut absolument avoir cette dépendance. Ce service dépend vraiment de celui-là. Et c'est pas bien quand c'est pas complètement le cas. Et on va voir pourquoi. Et là, j'ai envie de dire, il faut rebooter nos communications. Pourquoi? Parce que dans la définition des microservices et tout ça, il y a un article super gros et tout ça, et puis on a passé le tout petit truc à un moment qui dit, on peut faire des lightweight communication ou des message bus. Les bus de messages, c'est quelque chose que quasiment tout le monde zappe dans la définition des microservices. Et pourtant, c'est le truc qui va nous sauver la vie. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, et si on acceptait une éventuelle consistency, comme dans les bases. Donc ça veut dire quoi, éventuelle consistency? Parce que consistency, on sait tous que c'est un terme un peu flou. Éventuel, c'est dans le truc. Finalement, peut-être un jour, on aura la réponse. En gros, une réponse consistante. Donc, si je demande à quelqu'un, fais ça, en HTTP en full consistency pour moi, si on parle comme ça, il me répond, je l'ai fait. S'il m'a répondu, je l'ai fait, c'est qu'il a vraiment fait.
Et à ce moment-là, je peux dire à l'utilisateur c'est fait, et l'utilisateur, quand on lui a répondu c'est fait, il dit pareil, il dit je suis sûr que c'est fait. Ça, c'est la full consistency en termes de communication et en termes d'architecture. Par contre, on n'a pas toujours besoin de ça. Parfois, on peut tricher, entre guillemets, et dire je vais demander à quelqu'un de faire quelque chose, je vais partir du principe, parce que je ne suis pas un salaud, qu'en fait il va le faire. Je réponds à mon utilisateur, t'inquiète, on gère, et l'utilisateur est content. Il rafraîchit comme un bourrin son truc, il dit je comprends pas, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, et au troisième, boum, c'est fait. Ah bah si, il avait raison, c'est fait. C'est mon navigateur qui est pas très rapide. En fait, non, c'est pas vraiment ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'éventuel consistency. Donc Twitter, par exemple, éventuel consistency. Tout le monde, si vous voulez savoir ce que c'est que l'éventuel consistency, Twitter. Vous envoyez un message, si vous êtes super rapide, vous pouvez vous apercevoir que tout le monde n'est pas prévenu que votre message est arrivé au moment où vous l'avez envoyé, au moment où Twitter vous a dit c'est bon, c'est fait. En fait, non, c'est pas vraiment fait, mais c'est beau, vous inquiétez pas, on gère. Au début, c'était on gère, et en fait, il gérait pas super bien. Maintenant, on gère, c'est hyper rapide. Donc maintenant, pour vous, c'est la full consistency. Donc les cas d'utilisation, c'est le process cascading. Hein, je veux faire plein de trucs, les uns à la suite des autres. Et puis au final, comme je vous ai dit, le type dit, vas-y, boss, moi je m'occupe de l'utilisateur. C'est bon, tout va bien. Et en fait, vous faites les trucs en cascade. L'autre truc, c'est la notification, c'est de dire, les gars, je vous dis, j'ai fait un truc, si ça vous intéresse, écoutez et faites ce que vous voulez vous de votre côté. Alors on va prendre ces deux cas et on va les illustrer parce que c'est quand même mieux en illustration. Alors, pour faire ça, l'éventuelle consistency en termes de communication, on va utiliser plutôt des message bus. Alors, les message bus, c'est quoi? C'est un système publish subscribe ou de queue messaging. En gros, on a une petite enveloppe, on la met quelque part, il y a des gens qui écoutent ces trucs-là et qui parfois sont intéressés par cette enveloppe, la prennent, l'ouvrent, regardent ce qu'il y a dedans et font ce qu'il y a. Donc on a des publishers qui publient des messages, il y a des consumers qui écoutent ce bus de messages et qui vont attraper ce qui les intéresse dans le truc. Et c'est pas la même chose publish subscribe ou queue messaging, mais en fait c'est un peu la même chose. On verra que le super outil qu'on utilise, il est capable de faire les deux. Ça énerve son créateur, enfin ses créateurs quand on dit qu'il est capable de faire que du queue. En fait, on subscribe, les gens ils subscribent à des topics en général. Hein. Dans notre truc, on parle de topics, d'autres ils parlent de channel, ou des choses comme ça, mais nous en gros, il y a des gens qui subscribent à des channels. Et si jamais tu as un message de cet type, alors c'est bien. Et quand c'est dans une queue, bah, les gens ils pop ce qui arrive dans la suite de messages et ils prennent le dernier message qui arrive. Donc c'est un système type message broker, event driven, c'est-à-dire quand il y a un événement qui arrive, les gens font des choses. Et on n'a aucune dépendance dure entre l'émetteur et le receveur. Parce qu'en fait, l'émetteur, il s'en fout de savoir qui écoute, et le receveur, il s'en fout de savoir qui a publié. En gros. Donc on n'a plus de dépendance entre ces deux-là, ils sont là. Ça y est, on a enlevé ce type. Vous voyez où je veux en venir un petit peu? C'est qu'on va utiliser ça pour enlever notre dépendance. Un use case. Alors, si un user il poste un status update comme dans Twitter, dans Facebook ou compagnie, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vérifier que cet utilisateur il a le droit de faire ça, que il est bien qui il est et qu'il a les permissions de le faire. On va ensuite, parce que aujourd'hui ça se fait hein, quand même, on va enlever tous les gros mots qu'il peut y avoir dans la phrase, parce que c'est quand même bien et on est aux États-Unis. Et ensuite, on va storer ce qu'il a fait, son update. On va notifier ses copains. Et on va faire un karma, donc un score. On va calculer un score. C'est vachement bien si tu en as publié beaucoup et s'il y a plein de gens qui t'écoutent, t'es super fort. Les utilisateurs, ils aiment beaucoup ça. Alors, et on va essayer de classer qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans. Alors, le check user token, c'est ça pour moi, full consistency. Alors, vraiment, c'est le truc, il n'y a pas à négocier, il faut absolument que je sache si le mec peut faire ce qu'il demande de faire. Là, je ne peux pas y couper. Il faut que je le sache tout de suite et que ce soit vrai. Enlever les gros mots, ça, bah, comme d'habitude, hein. Donc, on verra après, on peut faire les deux en fait. C'est un choix. Pourquoi? Parce que soit, quand je réponds à l'utilisateur, tu dis ouais, c'est bon, je me suis débrouillé, c'est tout.
Soit je lui dis, ouais, c'est bon, je me suis débrouillé, mais j'ai enlevé quand même les gros mots que tu avais mis dans le concept. Pour stocker, là, pour le coup, c'est des éventuels consistency. C'est-à-dire que l'utilisateur, il s'en fout que ce soit vraiment stocké, en fait. Si ça va très vite, il ne verra pas la différence. Notifier ses amis, pareil, éventuel consistency. Hein. L'utilisateur, il ne sait pas qu'on a notifié ses amis déjà. Sauf s'ils sont dans la pièce, mais le temps qu'on le passe, c'est bon. Si on est rapide, tout va bien se passer. Ça, c'est l'éventuel consistency. Computer son score, alors là, n'en parlons même pas. C'est l'éventuel consistency. Bon, il y a des mecs qui tapent des marrons pour voir que leur score a augmenté. Il y a un truc, mais on peut se dire, c'est pas grave s'il tape 5 fois et qu'il ne l'a pas encore. Donc là, on a des candidats là, pour notre nouveau système de communication. Et on ne va pas s'en priver. Donc on peut effectivement utiliser HTTP entre services pour les user tokens, HTTP ou messaging pour les gros mots, et puis tout le reste, on peut passer ça en messaging. Et ça donne ça. Donc, l'utilisateur il poste un nouveau update, il y a notre fontaine, notre portail qui gère le truc. Il dit ouais, ok, d'accord, je vérifie. Est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est bien toi. Tu as le droit de faire ce que tu veux faire, ok, pas de problème. Là, j'ai choisi en HTTP de nettoyer le texte. Je nettoie le texte. Je poste ici, dans une queue, dans un système condition subscribe, une stack, le texte, en disant tiens, les gars, il y a un truc à faire. Et je renvoie ici, c'est bon, c'est fait. L'utilisateur, il se dit tiens, là, c'est super vite. C'est un développeur. Et donc, dans cette stack-là, après, pendant ce temps-là, exactement, il y a des mecs qui bossent, dans l'ordre ou dans le désordre. Il y a le système qui va stocker le message vraiment dans la base, il va persister le texte, et le TPC, il va notifier les amis, et le TPC va computer le karma. C'est très bien d'ailleurs. Et il va le stocker. C'est génial. Alors vous allez me dire, ah, c'est horrible ce que tu fais. Si jamais ça te casse la figure, qu'est-ce qui se passe? Là, boum, ça tombe. Et là, boum, ça tombe juste après qu'il ait répondu, c'est bon, j'ai fait le boulot. Et là, je lui dis, pas de problème. Là, je lui dis microservice. Tout ça remonte. Évidemment, vous avez un super DevOps chargé de mettre un système de monitoring. Il remonte tout ça. Vous allez me dire, et alors? Il remonte tout ça. Vous allez me dire, et alors? Et ici, donc c'est un truc distribué, scalé, etc. Il le remonte, c'est persisté, les messages sont toujours là, et on reprend là où on était. Et donc on a rien perdu. Petite variante, évidemment. Si on dit on s'en fout finalement, ça, on a le processing d'enlever les gros mots. Ouais, c'est un truc super lent, tout ça. Le type qui code l'algo, il vous dit ouais, j'ai fait un truc mortel, c'est génial, ça prend 35 secondes pour chaque update. Alors là, vous dites bon, ok, on va mais à ce moment-là, on ne va pas le faire tout de suite. Donc là, vous postez ça dans une stack, le truc fait le boulot, il reposte dans une stack en disant ça c'est une stack de j'ai nettoyé, ça c'est une stack de ça peut être ça. Et eux, ils branchent non plus sur la stack de départ, mais sur la stack des trucs nettoyés. Et, by the way, demain, vous dites, on est en France, les gros mots, il n'y a pas de problème, vous enlevez ça, vous branchez tout ça ici, et c'est fait. Et personne n'a rien vu. Souvent, on dit que ça, dans les trois, on finit chacun sa tâche. Alors, chaque système de stack a son système de savoir pourquoi on l'a fait. Quand est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on la vide ou est-ce qu'on la vide pas? En fait, on la vide. Nous, ce qu'on va utiliser, et je ne veux pas le dire tout de suite parce que j'ai un énorme suspect. On va faire la question. Voilà. Mais voilà. La persiste. Mais oui, en gros, en général, on persiste en fait. Ce truc-là, sauf les mots bestiaux. Mais en général, on persiste ça. Et donc, du coup, les gars, ils lisent le truc, mais en fait, il n'est pas perdu. Parce que éventuellement, il va pouvoir le relire, tout le monde ne l'a pas forcément lu, etc. C'est incroyable, merci. Donc c'est un message broker. Donc c'est ce qu'on voulait.
par LinkedIn. C'est utilisé, mais sur des milliards et des milliards de messages, vous n'en verrez jamais autant. Ça marche du feu de Dieu. Et c'est persistant, partitionné, répliqué, distribué, faute tolérance. Donc là, on a tout ce qu'il faut. En gros, si vous mettez bien votre truc, si vous avez un bon DevOps, le seul endroit qui va marcher dans votre architecture, c'est votre. Et ça tombe bien, parce que tout le monde peut se péter la gueule, remonter, même 2 jours après, et continuer le process. Donc c'est pas trop mal d'avoir ça comme backbone de votre architecture. Je vous le dis. Alors, si je reprends rapidement, persistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous envoyez un message dans une queue, vous avez un paramètre qui vous dit « Je veux persister ma queue pendant 3 semaines ». Pas de problème, le message sera là pendant 3 semaines. Vous voulez traiter, et il est traité ou pas traité. Ça veut dire que vous l'avez traité, mais vous avez merdé dans tout votre écran, vous avez passé toute votre base de données, pour jouer tout le truc, et hop, ça y est, c'est bon, vous remettez tout ça. C'est partitionné. Partitionné, ça veut dire qu'il va couper votre stack en plein de morceaux, il va répliquer, on va avoir le même message qui va être répliqué à plein d'endroits, sur plein d'autres serveurs, il va répartir les partitions sur plein de serveurs, et donc, en système, c'est un système avec maître esclave de partition, c'est-à-dire que les messages, eux, ils vont taper, les consommateurs, ils vont taper sur le même serveur pour ce petit bout-là, et pour tel autre petit bout, ils vont taper sur l'autre serveur. En fait, on se débrouille sur la distribution comme ça, c'est du sharding. Et on peut sharder, on va voir un petit peu ce qu'on attend. Donc tout ça est répliqué, et tout c'est tout. Donc ça, c'est top. Alors, on a vu un moyen de voir Kafka qui est en termes de message broker. D'autres moyens de le voir, c'est à partir des topics. Donc, en gros, vous avez des topics dans Kafka, des channels sur lesquels vous vous abonnez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les événements sur l'utilisateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les événements sur les objets connectés. Et donc, chacun de mes petits microservices, il va pouvoir être publisher sur un topic, consumer sur un autre, il pense qu'il veut. Et donc, comme je le disais, ces topics sont partitionnés, et chaque partition, elle est ordonnée et immutable. Donc, Kafka, d'une certaine manière, permet d'avoir des messages ordonnés. Alors, ça, c'est super important, parce qu'ils sont ordonnés à l'intérieur de la partition, pas dans le reste. Donc, dans votre politique de sharding, la façon dont vous dites qu'il va partitionner vos messages, si vous voulez que ce soit avoir une assurance que les messages vont être traités dans l'ordre, il faut que les messages qui sont traités dans l'ordre soient dans la même partition. On pourra poser des questions après si on a le temps. Mais c'est vachement intéressant parce que ça vous laisse une liberté énorme. C'est immutable dans le sens où une fois que vous avez mis un message dedans, vous pouvez passer un peu. En fait, non, je me suis bourré, je le reprends, j'en ai un autre. Non, en fait, vous êtes obligé de rajouter un message, mais. Bon, les partitionnements, vous avez plein de stratégies possibles. La stratégie débile, que la plupart des gens utilisent normalement parce qu'ils s'en foutent de l'ordonnancement, c'est de run robin. Donc, si vous vous en foutez de l'ordonnancement, c'est la stratégie débile mais parfaite. Parce que la plus rapide. Sinon, après, on a les stratégies de sharding vachement plus intelligentes. En fonction du type d'objet, du type de message, etc. Vous pouvez avoir comme ça de l'ordonnancement vachement facile. Consumer groups, c'est un concept vachement important parce que c'est ça qui fait que les gens qui travaillent sur Kafka détestent quand vous leur dites que c'est un système de queue. Parce que c'est pas que un système de queue, c'est un système de queue and broadcast. Ça veut dire que, chaque consumer déclare dans quel groupe il est. Je vais définir un groupe. Les messages sont lus par un seul consumer dans le groupe. Si vous voulez faire du broadcast, c'est-à-dire que tout le monde lit les messages, il faut que tous les consommateurs soient dans un groupe différent. Et là, vous avez un système publish and subscribe. Si vous avez plusieurs consommateurs dans le même groupe, on est sur un système de queue. C'est-à-dire que c'est le premier qui arrive, il prend, il retire, pop le message quelque part, il prend le message, et le consommateur suivant, il aura le suivant, il n'aura pas le même. Donc, comme ça, on peut faire du load balancing en y partageant le même groupe. C'est super intéressant. Alors là, j'aurais pas le temps de m'apesantir, mais c'est un truc important. C'est les consommateurs qui gèrent leur offset, c'est-à-dire où ils en sont.
C'est beaucoup critiqué, mais c'est ce qui nous permet de garantir la de connectique. C'est-à-dire de pouvoir dire à Kafka, c'est bon, ce message il est fait. Et quand je vais remonter que je suis mort, je remonte, il faut que je sache que j'en suis. C'est ça qui va garantir un autre truc, c'est est-ce qu'un message qui est dans la queue, il va être fait au moins une fois, ou au plus une fois. Et là on passe à la suite, si tout va bien. Yes. La faute tolérance. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout se casse la figure? Et comme j'ai dit, ça remonte, ils lisent les messages, mais où est-ce qu'ils reprennent? Ils reprennent là où ils en étaient. Donc, s'ils reprennent, dès que vous avez pris un message, c'est Kafka qui dit ok, c'est bon, ce message il est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre consommateur, il a pris le message, mais il s'est cassé la gueule avant de faire quoi que ce soit, et ben, il va se relever, il va demander à Kafka va lui donner le message suivant, parce que pour lui, le message précédent il a été fait. Et donc, le message qui en fait n'a pas été fait, va pas être fait. Vous êtes sur une politique atmosphérique. C'est-à-dire au maximum, le message il est fait une fois. Ça veut dire que parfois, il ne sera pas fait. Ça, c'est la politique de queue de beaucoup de commerce aujourd'hui. Commerce ou plutôt open source. Kafka, c'est at least one. C'est-à-dire que vous êtes sûr que votre message il sera traité. Au moins une fois. C'est-à-dire qu'il peut être traité deux fois. On va voir comment on gère ce problème. Et comme ça, vous êtes garanti que c'est traité au moins une fois. Il n'y a pas de message perdu, ça n'existe pas. Et ça pose un problème. Ça pose un problème, c'est qu'il faut être capable, votre système, il faut qu'il soit capable de recevoir deux fois le même message et que l'état dans lequel il va mettre votre système à vous, il soit cohérent. Alors c'est ce qu'on appelle un système indépendant, idempotent, je pense en français. En anglais, c'est idempotent. Donc idempotent, c'est un gros mot pour dire un truc très simple, c'est que si on fait une opération, deux fois la même opération sur le système, sur l'objet, il fait qu'il se passe la même chose que si on avait fait qu'une fois. C'est un truc mathématique, les monades, tout ça, voilà. C'est un dérivé, genre d'opérateur mathématique, propriété d'un opérateur mathématique. Si vous adorez les monades, vous pouvez aller vous pencher sur le problème. Donc tout ça, en fait, c'est vachement plus simple. Hein. Donc c'est vraiment de dire, ok, donc l'opération, si je la fais deux fois, ça va faire la même chose. Donc du coup, quand vous recevez des messages, il y a des gens qui disent, on n'a qu'à faire des event sourcing, vraiment pur et dur. Les event sourcing pur et dur, c'est quoi? C'est un message qui dit, j'ajoute un mignon à ma liste de mignons qui s'appelle Stuart. Le deuxième message reçu, c'est j'ajoute un mignon qui s'appelle Bob. Le troisième message, c'est j'enlève un mignon qui s'appelle Stuart. À la fin, on doit avoir Bob dans la liste. D'accord? Et si, par malheur, je joue deux fois add minion Bob, parce que je me suis cassé la figure entre les deux, et bien à la fin, j'aurai Bob dans ma liste. C'est pas ce que je voulais. Ok? Donc pour pallier à ce problème, c'est un autre truc. C'est la solution simple. Il y a d'autres solutions plus malignes. La solution bourrin, c'est que je fais des snapshots, et donc j'envoie à chaque fois la liste. Message 1, ma liste, c'est Stuart. Message 2, ma liste, c'est Stuart Bob. Message 3, ma liste, c'est Bob. D'accord? Donc si je rejoue tout, et que je rejoue deux fois celui-là, pas de problème, à la fin, j'aurai toujours Bob. J'aurai Stuart Bob, et après, il sera écrasé par Bob. Juste à titre informatif. Bon, voilà, revenons dans les considérations vachement plus intéressantes. Donc Kafka, ça persiste. Donc, du coup, c'est effectivement un endroit sur lequel on peut faire confiance, on sait qu'on va garder les datas, c'est super. Et puis ça a des performances de malade. Ici vous avez, je suis un peu bas, mais les perfs de Kafka par rapport aux principales queues concurrentes, je pense, on pourrait faire par rapport à d'autres. Mais on voit qu'il explose un peu tout le monde. Pas de clair. J'ai mis la référence évidemment que vous pouvez voir tout en bas pour pouvoir vérifier vous-même. Non, en gros, ça marche très très vite, très très bien, et on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et puis comme c'est scalable, c'est toujours pareil, vous rajoutez des serveurs et tout va bien se passer. Donc chez nous, du process cascading. Alors, chez nous, en fait, comme j'ai dit, les devices, ils envoient des datas. Là, on va dire que cette fois-ci, elle nous envoie des données. Elle va envoyer les données. Nous, on va lui dire, c'est bon. Donc, vraiment pas sympa. On ne fait rien du tout. On met dans la queue et on lui dit, c'est bon, c'est fait. Edith, elle va dire, super. En fait,
n'aura rien. On l'aura mis dans la queue. Dans cette queue-là, il y a deux trucs qui vont lire. Il y a un premier truc qui va dire, je veux être sûr, je sauvegarde la version root de base, comme ça si un jour j'ai un problème, je peux la rejouer. Puis, il normalise, c'est-à-dire qu'il va prendre ces données-là, il va enlever les trucs qui ne fait pas, boum, il le remet dans une autre queue, dans laquelle on a un super mignon qui sort, tout ça, parce que quand même, il ne faut pas déconner. On a un système d'agrégateur, il va prendre les datas, il va faire des sommes, des trucs, des machins, des tas. On a un système de rule engine qui va déclencher éventuellement des choses en fonction du message. Et on a un système de notification qui va dire à ceux qui sont inscrits sur le système, on a un nouveau message. Tout ça se faisant en parallèle. Et comme je le disais, je peux tout faire tomber, je remonte tout et ça va marcher. Exemple de système avec, où on gère on utilise ça pour les notifications. Par exemple, edit supprime un de ces objets. À ce moment-là, en fait, le user data, le truc qui gère les user devices, le service qui gère les user devices, il va dire je supprime dans ma base le système, on va remonter, on va lui dire pas de problème, on va supprimer les données. On va mettre dans une queue Kafka, j'ai supprimé un device. Et à ce moment-là, il y a plein de services qui disent ah, ça m'intéresse moi. Parce que quand tu supprimes un device, il faut que j'aille cleaner mes données, toutes les données qui appartiennent au device dans la database, parce que vous savez que la réglementation fait que quand il y a quelqu'un qui supprime quelque chose, il faut aller supprimer les données. Donc on supprime toutes les données, évidemment. On ne garde rien. Le rule engine, sur lequel le mec il avait enregistré toutes ses règles sur le device, j'ouvre la porte, il vient juste d'être supprimé, pas de bol. Il doit dire, oh là, stop, halte là, il faut que j'enlève cette règle. Et le système de notification sur lequel on enregistrait très bien moi quand la porte est ouverte, c'est qu'il dit, ah c'est fini, il faut que j'arrête de le prévenir. Donc tout le monde va pouvoir se finir. Donc là, l'avantage, c'est que plutôt que d'avoir, ça c'est super important, une dépendance de tout cela sur la base, avec un espèce de truc où je mets un trigger dans la base, qui fait que quand il y a un mec qui dilite un machin, alors ça appelle avec un script UI les autres machins, c'est pas, je vois. Bah là, on n'a pas du tout ça. Et demain, si j'ai un nouveau service qui arrive, qui dépend aussi de device, il se met là, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Lui, il n'a plus besoin de savoir quoi que ce soit, il ne partage pas le schéma de la base, il n'a pas besoin de savoir qui est intéressé par le device. C'est que ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Que microservice, c'est pas un buzzword. Ça, je pense. J'ai essayé de... Voilà, c'est pas une mode, c'est pas un truc... On peut rigoler sur plein de trucs, mais on ne passe pas là-dessus. C'est dans la logique. Après, il y aura encore des mecs qui vont dire « Ouais, on va faire vachement bien. » Et pour l'instant, le deuxième truc important, c'est que microservice, c'est pas seulement l'HTTP. On communique pas seulement pour l'HTTP. Et non seulement on a le message bus, mais vous pouvez vous apercevoir que dans vos archives, ce système de communication est 1000 fois plus intéressant que du Swift. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se battre. HTTP, c'est super lent, tout ça, machin. Et il y a un autre débat vachement plus intéressant. C'est celui de l'éventuelle consistency de la communication. Et je pense que c'est celui-là qu'il faut d'abord avoir. Avant de se choisir, de dire, est-ce que je prends du REST avec du JSON? Ah, c'est pas bien JSON, tout ça. Bon, il y a d'autres débats. Que les microservices, ça aide énormément pour la distribution, la fault tolerance et l'agilité de vos équipes. Parce qu'on peut parler super techno avec microservices, mais on peut parler aussi, pour ceux, je ne sais pas s'il y en a, qui gèrent des équipes qui sont plus managers, ben, avoir des microservices, ça veut dire pouvoir faire des petites équipes avec des responsabilités faciles à donner, avec des objectifs simples, parce que vous avez des petits services, vous prenez les responsabilités, vous dites à votre équipe, tu es responsable de le développer, de le tester, vous avez un QA avec, et responsable en prod de comment il va se comporter. Et ça, c'est super intéressant. Et ça va vachement bien avec l'agilité, KISS, tout ça, machin, c'est très nickel. Et puis, bon, bah, Kafka, c'est pas trop mal. C'est ça que je voulais quand même dire.